Pour comprendre, il faut savoir. Donc moi, je m'obstine à écrire des livres pour que les gens sachent. Plus on est transparent, moins il peut y avoir d'abus. Plus vous savez, moins ils peuvent. Ça, c'est le premier point. Donc c'est vrai, d'abord, je dénonce pas. J'aime pas ce mot-là parce qu'il fait un petit peu 39-45. Je pose des faits factuels. Sur les 6 livres que j'ai faits, excusez-moi, j'ai eu un seul procès. Je mets 1600 noms. Je dénonce systématiquement les avantages de tout ce que les élus font dans notre dos. Plus vous le savez, rien que le fait de savoir fait que derrière, ils peuvent moins commencer. Et je vais vous donner un exemple. Quand on a sorti dans Marianne avec un copain l'histoire que les ex-députés, leurs femmes et leurs enfants, touchaient un virement de 18 000 € quand ils mouraient. 18 000 €. Ex-députés depuis 20 ans, ma femme et mes enfants. Le simple fait de le publier, que vous le sachiez, les ont obligés à changer les choses. Maintenant, c'est 2 500 €. On n'a pas gagné. Hein. Les sénateurs, c'est 22 000 €. Donc, ne croyez pas que de dire les choses, ça ne sert à rien. Ne pas les savoir, c'est encore pire. Maintenant, le vote blanc, et je termine là-dessus, on a essayé le système de ne pas les voter. Pourquoi on ne les essaierait pas? Il n'y a qu'en essayant les choses qu'on peut savoir qu'on les réussit ou qu'on les rate. Il n'y a qu'en se battant qu'on peut savoir qu'on a perdu ou qu'on a gagné une bataille. Moi, je considère toujours que la bouteille est à moitié pleine plutôt qu'être à moitié vide. Donc, quand quelque chose peut faire bouger le curseur de l'immobilisme patent, parce qu'on est dans l'immobilisme, et ben, ils ne savent pas ce que c'est que 4 heures de transport, de remplir le frigo, de descendre faire ses courses, de nettoyer les gosses. Depuis l'âge de 18 ans, ils sont chargés de mission. Et puis de chargé de mission, ils passent maire adjoint, ils passent député. Et puis après, peut-être ministre, c'est ça le summum. Mais ces gens-là ne savent pas travailler. J'ai vu un reportage hier, Chirac, Monsieur Chirac, qui lui, malheureusement, n'aura plus son bureau et sa secrétaire. Monsieur Chirac, quand il est sorti de l'Élysée, est tombé des nues. Tu sais pourquoi? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Parce qu'il s'est retrouvé dans un appartement, et c'était la première fois de sa vie qu'il était obligé d'ouvrir les portes. Je ne sais pas si vous voyez, il avait déjà 50 ans de politique derrière lui. C'est la première fois de sa vie qu'il était obligé d'ouvrir une porte de son appartement que lui prêtait l'ancien Premier ministre libanais. Moi, cette phrase-là, elle a résonné dans ma tête. Ce type-là, au bout de 60 ans de vie, ouvrait enfin la porte de son appartement avec une clé. Et bien ça vous résume comment les hommes politiques sont aujourd'hui complètement en dehors de nous. Mais on peut les changer, mais on peut gagner. Il commence toujours par E. Ah oui, toujours? Ouais, je sais. Et en plus, tu grattes le crâne. Ah ouais. Je réfléchis, quoi. La liberté, ça se prend. En 89, quand l'Assemblée nationale s'est déclarée constituante, c'était illégal. Elle n'avait pas le droit de le faire. Et elle a décidé qu'elle allait être constituante. Et à mon avis, ce qui manque à nos corps politiques, commune par commune, c'est des citoyens. C'est-à-dire des êtres humains qui veulent faire de la politique, qui veulent se constituer en peuple. Et à mon avis, une commune qui décide d'être une commune libre, qui décide de... Alors il faut tomber d'accord, hein, mais un corps social, même petit, qui décide de ne pas laisser mourir sa commune, qui décide de ne pas faire partie de l'intercommunalité, parce que l'intercommunalité, c'est un assassinat. Les pouvoirs sont en train d'assassiner les communes. La commune, ça met un pouvoir trop près du peuple, il est trop contrôlable. Donc les pouvoirs cherchent à ce que les représentants soient le plus loin possible du peuple pour être hors contrôle. Une commune qui déciderait de ne pas mourir, et c'est ce qui fait que souvent dans les expériences que je vous décris qui commencent à se mettre en place, les RIC libres ne se font pas sans les maires. Ils se font souvent avec les maires, parce que c'est les maires des petites communes, et les maires des petites communes, ils savent qu'ils vont disparaître. Et donc avant de disparaître, ils aident les gilets jaunes à constituer. Ils aident les gilets jaunes à changer les choses en profondeur.
Donc les élus ne sont pas du tout systématiquement contre nous. Hein. Il y a plein de petits élus qui sont dévoués comme tout, qui gagnent 3 francs 6 sous, qui gagnent quasiment rien, qui sont vraiment dans le bénévolat, qui servent le bien commun, et surtout à petite échelle. Et donc les intercommunalités, dans un processus constituant, c'est-à-dire si on est en train de devenir une commune libre, si on est en train de devenir des citoyens dignes de ce nom, on est en train d'apprendre à refuser d'être réduit au rang dégradant d'électeurs. On voudrait être des votants. On ne veut plus élire, on veut voter, on veut décider. Élire, c'est renoncer à décider. Élire, c'est renoncer à voter. Quand j'élis quelqu'un, je désigne quelqu'un qui va tout voter à ma place. Donc c'est vraiment une abdication. Quand j'élis, j'accepte de rester un enfant politique. Enfant, ça veut dire, étymologiquement, qu'il n'y a pas le droit à la parole. Et si on devient une commune libre, qui va nous arrêter? On va faire sécession. On va devenir une entité politique. Mais si vous voulez, ça n'a de chance que si on est nombreux. Non, mais pourquoi l'argent, on est des contribuables. La commune, là, on est des contribuables. C'est nous qui créons la richesse, la fortune, la richesse du pays, c'est nous qui la créons, commune par commune. Hein. On n'a pas besoin de l'argent qui vient de l'Europe ou qui vient d'ailleurs. Hein. Les contribuables de la commune, ils sont tout à fait capables d'organiser leur entité politique, la commune libre d'Anglais, ou d'ailleurs, avec la puissance de travail de chacun de ses citoyens. Donc à mon avis, c'est un processus politique, pas juridique. Donc si on arrive à devenir unis autour d'une idée constituante, c'est une multitude qui se constitue en peuple, le mot constitution, il est puissant si on le vit comme tel, c'est-à-dire que nous nous constituons en peuple, nous devenons politiquement autonomes. Et l'intercommunalité, c'est du vol de pouvoir, hein. On n'est pas obligé de se laisser faire. On n'aura pas les crédits de l'intercommunalité, mais le premier désobéissant, le premier de la désobéissance civile, c'était Thoreau, T-H-O-R-E-A-U, un Canadien qui a refusé de payer ses impôts quand il s'est aperçu qu'avec les impôts on allait faire la guerre. Bon, il a été en prison. Donc c'est sûr que les premières communes libres, elles vont être enquiquinées par le pouvoir qui ne va pas se laisser faire, mais il y a, à mon avis, c'est dans l'air du temps. Le communalisme, le réapprentissage de la politique au plus bas niveau, au niveau local, c'est ça qui est en train de mûrir, de grandir. Il ne faut pas se laisser intimider, je crois. Ça suffit, quoi. Aujourd'hui, on a une France qui souffre. Et qui souffrent grave. Les pompiers sont dans la merde, les urgences sont dans la merde, les VTC sont dans la merde, les infirmières sont dans la merde, les enseignants sont dans la merde. Aujourd'hui, l'ensemble des corporations professionnelles, sociales, humaines de la France est en train de souffrir. Les retraités sont dans la merde, les salariés sont dans la merde. Donc quel que soit le parti, le collectif, etc., bougeons les lignes. Travaillons sur le point commun qui nous rassemble et laissons les divergences, les multiples divergences de côté. On s'en fout. Tout ce qu'il y a, c'est qu'on ne doit plus supporter la dictature qu'on est en train de nous installer. Une dictature insidieuse, une dictature qui se fait par des lois. C'est-à-dire que maintenant, ce qui est immoral, et je le mets dans mes livres, va devenir et devient légal. Légal. Toi, tu as le droit de souffrir. Moi, j'ai le droit de m'enrichir. La banque fait des bénéfices, c'est pour les actionnaire. La banque fait du déficit, c'est pour les clients. J'ai le droit de faire 3 millions de bénéfices, mais tu n'as pas le droit de travailler le week-end pour gagner 150 € au black pour faire travailler, pour nourrir tes enfants. C'est les lois qui sont en train de faire. Moi, j'ai le droit de me payer l'hôpital américain. Toi, tu as juste le droit de finir dans un mouroir. Toi, tu as le droit d'avoir une retraite avec 894 € pour 47 annuités. C'est ce qui nous prépare. Alors que la moindre retraite, la moindre maison de retraite, le moindre EHPAD, ça coûte 2500 €. Comment ils vont faire, les gens, demain? Comment on va faire demain?
C'est ça sur lequel il faut se battre. C'est uniquement sur ces points. Et que ça soit par des maisons citoyennes, et que ça soit par des collectifs, il faut le faire. Tous ensemble. Et arrêtons de nous battre entre petits. Parce que moi, mon véritable ennemi, il est en haut. Il n'est pas là. Je suis pas là à discuter sur le PCI, le machin. Je suis là à discuter qu'il y a des mecs qui, au bout de 2 ans de travail, se font 9 millions de retraites chapeau. Et que dans le même temps, ils licencient 2700 personnes de leur entreprise. Ça, c'est mes véritables ennemis. Je suis là à me battre contre des dirigeants qui nous regardent avec mépris, qui laissent des gens se faire éborgner dans la rue, se faire tirer dessus avec des armes de guerre, et qu'en plus ils trouvent ça normal. Qu'un ministre déclare à la télé qu'il faut tirer sur les manifestants, et que ce mec-là, il n'est même pas mis en examen. C'est eux, mes véritables ennemis. Le reste, ça commence à me gonfler les batailles de chapelle. C'est les pauvres. Il suffit qu'on ait l'intelligence de notre action. Dans les conférences que je fais avec les Gilets jaunes, je leur explique qu'il y a les manifestations, mais il y a aussi d'autres moyens de se battre. À 40, alors je le dis parce que ne faites pas ce que je vais dire. C'est pour éviter les mises en examen ou le mec de la DGSI qui est en train de prendre des notes. Monsieur de la DGSI ou de la dame, j'ai bien dit qu'il fallait pas le faire. Donc il y a des moyens simples de lutter contre l'oligarchie. Je le dis souvent, il y a des entreprises, une célèbre entreprise qui vend du café qui ne paye pas d'impôts en France. Ça s'appelle Star. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est. Eh bien, qu'est-ce qui empêche à 40 d'aller dans un Starbucks? Non, d'aller dans un Starbucks, tu vois, et de commander un café. Et de le payer en se cotisant à 40. De rester 3 heures dans ce café-là. De demander des pailles pour boire le café. Et au bout de 3 heures, 3 heures et demie, d'être devant la porte, d'appeler le patron et dire « On revient ». C'est légal, c'est ludique, et c'est marrant, et on leur fout une grosse claque dans la gueule. Ça, c'est aussi des méthodes de combat. Donc on peut se battre contre l'oligarchie. Moi, je suis malheureux, encore une fois, je le dis à chaque fois, que tout le monde sache que l'huile de palme, c'est de la merde et que les gens continuent à acheter du Nutella. Je suis malheureux que tout le monde sache que le glyphosate, c'est de la merde, et que quand on va dans n'importe quel magasin de jardinerie, je vois encore des bidons où les gens les achètent. Il faut qu'on redevienne acteur de nos actions, pas seulement citoyens, aussi en consommation. Je sais. Moi, je ne suis pas anti-progrès. Mais il y a des lignes rouges qu'il ne faut pas qu'on dépasse. Je veux dire, n'achetez plus des salades en place sous cellophane. Il y a du chlore, il y a du machin, mais c'est plus pratique, je sais. On n'a pas le temps, on a les gosses, on va faire les courses, on n'a plus le temps d'acheter une salade, de la mettre dans le vinaigre, de couper les feuilles mortes, de les donner aux gosses. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on reprenne en main cette pseudo-facilité qu'on nous propose. Écoutez bien ce que je dis. Cette pseudo-facilité qu'on nous propose. Parce que ces facilités-là, c'est des servitudes et c'est des chaînes qui vous enchaînent. Ils vont bientôt et ils commencent à supprimer l'argent liquide. Je peux vous assurer que si vous ne prenez pas conscience, les gens vont être d'accord. C'est l'article 16 de Cap 22 de Macron. Mais les gens vont être d'accord en plus. Parce qu'on va t'expliquer que la petite mémé, eh ben, on ne pourra plus lui braquer son pognon. Les poches de ton mari, ils seront plus déformés par les pièces de monnaie. Et puis si jamais ta maison brûle, mais t'inquiète pas, tout est sur ta carte. Et puis quand tu rends la monnaie, tu te courras jamais puisque c'est la carte qui va le faire. Ah ouais, c'est chouette. Vous voyez comment on devient acteur de notre propre servitude en se laissant avoir par la facilité. On oublie de te dire par contre que quand tu vas vouloir filer un petit billet de 20 € à ta petite fille le week-end pour que... Eh, tu dis rien à ta grand-mère, hein. Tu peux plus. C'est sur ta carte. Quand tu vas vouloir aller en brocante pour acheter un truc, un petit outil comme ça, au black, tu peux plus. C'est sur ta carte. Quand tu vas vouloir travailler avec ton pote pour te faire 150 balles en lui refaisant les dents à refaire son plafond pour nourrir tes gosses, tu pourras plus. C'est sur ta carte. Mais les gens, comme ils s'éveillent pas à ce genre de conscience et qu'ils vont vers la facilité, ils vont se faire piéger. Donc oui, on peut lutter contre l'oligarchie. Oui, on peut lutter contre les hommes politiques qui sont corrompus par l'oligarchie.
Mais il faut aussi qu'on s'en donne la peine. On voit bien la restructuration des principes autoritaires des mairies, les communes, enfin les agglomérations de communes font en sorte que les mairies aient de moins en moins de pouvoir. Et parce que pour l'instant, ce pouvoir est légitime, comme l'était la Shoah, comme l'était l'apartheid, comme l'était l'esclavage. Est-ce que parce que c'est légitime, ça veut dire que c'est juste? Je crois pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je peux aller pourrir un vendeur de café. Je peux effectivement pirater une entreprise. Je peux inonder ou pas la boîte mail d'un institutionnel. Il y a plein de petites actions à mener. C'était que je crois Étienne qui parlait de ce livre qui avait été écrit par un Hollandais, de cette résistance passive qui consistait pour l'ennemi, celui qui est embauché au maintien de sa maison, de repasser 3 fois plus son pantalon. Au bout d'un moment, son pantalon va se désagréger beaucoup plus vite et l'effort de guerre, l'effort de renouvellement sera plus important pour l'ennemi. Il faut que ça vienne de partout. Partout. Toutes nos actions, toutes nos réflexions, tous nos engagements, il n'y a pas une solution miracle qui va nous sauver. La solution qui nous sauvera, la seule miraculeuse, c'est qu'on se retrouve en tant que frères et sœurs. Qu'on retrouve cette capacité d'échanger entre nous des idées, des points de vue et de trouver une solution commune. Et après, on verra comment elle se mettra en œuvre. Moi, je pense qu'elle va s'effacer. Je pense que ce pouvoir-là va s'effacer par notre ignorance, par notre dédain. Comme quand vous partez avec un copain qui vous explique qu'il va là, 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 parce qu'il connaît la Corse et qui vous a montré tous les super beaux coins, au bout d'un moment, quand vous en avez marre de le suivre, vous partez de votre côté. Alors votre copain peut taper du pied, mais il n'empêche que vous continuez votre route. Et ce pouvoir n'a de pouvoir sur nous que parce que nous lui avons accordé. Vous parlez de questions financières, je me contrefous de l'argent. La dette qu'il y a est une dette illusoire. À qui la doit-on? Aux extraterrestres? Aux Vénusiens? C'est à qui? C'est la seule richesse que l'on a, c'est notre travail. Combien d'entre nous ici sommes riches à capitaux dans une banque? Quasiment personne, je suis sûr. La réalité de notre richesse, c'est notre travail. Je vais juste donner un exemple. J'en parlais avec Étienne tout à l'heure. 1960, l'avènement de tout programme social qu'a mis en place le Comité national de résistance. La sécurité sociale, les allocations familiales, la retraite, enfin j'en passe. Tout ce qui a été fait a été mis en place en 1960. Richesse de la France, 40 milliards d'euros. Le PIB, à l'époque, en équivalent. On était 46 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est 67 millions, 23% de plus, pour une richesse à 2280 milliards d'euros. 5700% de richesse en plus. La part sociale a augmenté de 13 points. 5700 points pour la richesse, 13 points pour la part sociale. Et on nous dit qu'on ne peut pas payer les retraites. On nous dit qu'on ne peut pas payer la sécurité sociale. C'est un mensonge. Pourquoi? Parce que des gens, effectivement, nous ont vendu une dette. Mais qu'est-ce qui nous empêche de l'effacer? Rien. Qu'est-ce qui m'empêche, moi, de dire, moi, ton argent, il ne vaut plus rien, je vais construire le mien. Plutôt parler de l'Oshko. Je ne crois pas aux monnaies locales parce qu'elles sont indexées, effectivement, sur la valeur réelle d'une monnaie en cours. Mais si cette monnaie devient courante, qui va nous en empêcher? Personne. Par contre, regardez bien. Vous violez un enfant, c'est 4 ans d'emprisonnement. Vous créez votre monnaie indépendante, c'est 25 ans. Savoir qui est vraiment le criminel. Pendant 2 ans, mais ils ont dressé les pays. La dette est purement virtuelle, c'est basé sur du vent, on n'est pas obligé de la rembourser. C'est uniquement parce qu'ils ont dit qu'il fallait la rembourser. C'est une escroquerie. Ça aussi, il faut sortir de la manipulation populaire qu'ils nous ont essayé de nous mettre dans le crâne. Mais c'est vrai que c'est difficile comme conceptuel, parce que c'est le pouvoir qui te dit. C'est une institution qui te dit que tu lui dois de l'argent. C'est pas vrai. Juste pour vous résumer, depuis que c'est institué, c'est quoi qui se passe? Maintenant, ils ont institué une loi comme quoi l'État ne peut emprunter de l'argent qu'aux banques. Vous me suivez? Alors qu'avant l'État faisait sa propre monnaie. Qui fournit l'argent aux banques? C'est bien nous. Donc si jamais je continue mon raisonnement, je rembourse des intérêts avec de l'argent que j'ai moi-même donné aux banques. C'est quoi ce bordel? La dette, c'est de la daube. On n'est pas du tout obligé. Les seuls qui en pâtiront, entre guillemets, c'est les banquiers. C'est la finance. C'est pas le peuple. On va pendant quelques années payer les baguettes, comme ça s'est fait en Irlande, etc. Allez, je vais dire 10 ou 20 centimes de plus, parce qu'il y aura quand même des effets collatéraux. C'est évident. Mais derrière, au bout de 3 ou 4 ans, comme en Irlande, on sera indépendant et libre. On pourra remarcher la tête haute.
Le Portugal, qui n'a pas respecté les consignes du FMI, qui n'a pas respecté les conseils du FMI, est en train de s'en sortir mieux que plein d'autres pays. Dites-vous bien que ces gens-là, quand ils nous donnent des ordres, quand ils nous donnent des consignes, c'est pas pour le partage, c'est pas pour le bien-être des populations, c'est pour continuer à accumuler des profits. Et ça, on leur obéit parce qu'on veut bien, mais on n'est pas obligé. C'est un tic. À propos de la dette, on ne peut pas impunément dire on ne va pas rembourser, on ne va rien rembourser, parce que il n'y a pas que des filous qui ont prêté, il y a plein de papis et de mamies qui ont acheté des bons du Trésor ou qui ont prêté à l'État leurs économies et qu'on ruinerait si on ne remboursait pas la dette. Donc en fait, il faut faire l'audit de la dette, il faut examiner les différents créanciers. Il y a des créanciers qui sont des petites gens qui ont mis toutes leurs économies dans ce qu'ils ont prêté à l'État et qu'il faudra rembourser. Et puis il y a les gredins multimilliardaires qu'il ne faudra pas rembourser, mais il faut faire le... Et surtout, ce qu'il faudrait, c'est récupérer la création monétaire qu'on s'est fait voler, que les puissances publiques ont abandonnée aux banques privées, reprendre la création monétaire de façon à pouvoir rembourser la dette par création monétaire progressivement, de façon raisonnable, et en disant on aura remboursé tous ceux qui méritent de l'être sans s'être appauvris. La création monétaire, le pouvoir de création monétaire est complètement stratégique et décisif. En fait, on n'en a pas parlé ce soir, mais il y a sûrement une réflexion citoyenne à mener sur la façon dont nous voudrions que notre maire, sous le contrôle des villageois, soit capable de créer la monnaie locale, sans aucun rapport avec l'euro ou la monnaie centrale, la monnaie nationale. Une puissance politique digne de ce nom doit être capable de financer les décisions qu'elle prend. Si nous voulons constituer un corps politique qui prend lui-même ses décisions, si nous voulons décider nous-mêmes de notre destin, on va prendre des décisions politiques, donc ça peut être par RIC, par référendum, à notre initiative que nous prenons nos décisions, mais si pour les financer, si pour financer ces décisions, nous sommes obligés d'aller demander l'argent à quelqu'un qui peut dire non, ben c'est pas nous le souverain, c'est lui. C'est celui qui peut financer et décider de ne pas financer. Donc en fait, en même temps que vous instituez votre puissance politique, il faudra aussi que vous instituiez votre puissance monétaire. Il faut que, en même temps que vous réfléchissez aux mécanismes de prise de décision politique, vous ne pourrez pas faire l'économie de ça. Sinon, vous resterez asservi aux banquiers. Il faut en même temps que vous réfléchissiez à la façon qui est très simple de créer la monnaie. C'est simple, je ne dis pas que c'est sans danger, il ne faut pas créer trop de monnaie, hein, mais c'est simple pour une puissance publique à condition d'avoir un corps social qui l'ait compris, qui le veuille et qui lui donne cette puissance, mais c'est simple pour une puissance publique de créer la monnaie quand il dépense, puis les signes monétaires, nous les passons entre nous, nous nous en servons pour éteindre nos dettes réciproques, comme aujourd'hui nous faisons avec l'argent, et la puissance publique détruit la monnaie quand elle perçoit l'impôt. Une bonne organisation de la création monétaire, de la création et de destruction monétaire, qui n'est pas du tout le système actuel, ce serait que les citoyens, mais il faut que ça vienne de nous, ça ne sera jamais les élus qui doivent tout aux banques, qui ont acheté les médias, qui servent à les faire élire, ce ne sont jamais les élus actuels qui vont mettre en place le système dont je vous parle. Il n'y a que nous pour mettre ce système-là en place. Il faut que nous donnions aux maires, et on fera pareil, on donnera le même genre de pouvoir au niveau supérieur, départemental, régional et national, au moins national. Il faut que la puissance publique, et c'est à nous de lui donner ce pouvoir, dans la constitution communale, il faut que la puissance publique soit capable de créer la monnaie pour payer les différents services publics, pour construire l'école, construire l'EHPAD, faire fonctionner les services publics. L'État devrait créer la monnaie quand il dépense et détruire la monnaie quand il perçoit l'impôt. De cette manière, tant qu'il y a du chômage, l'État peut créer plus de monnaie pour mettre les gens au travail, et donc il va recevoir plus d'impôts puisqu'il a distribué plus de salaires. Vraiment, mais le chômage, on le vit comme une fatalité, comme si ça tombait du ciel, comme si c'était un fléau. Il faut comprendre que c'est une construction politique. Le chômage, c'est comme un fouet pour un négrier qui sert à nous faire peur. C'est un outil terroriste. C'est du terrorisme d'État, mais c'est du terrorisme. C'est vraiment le chômage, il est entretenu.
Je le prouve par le chiffre qui est calculé par l'OCDE, qui est un institut ultralibéral. Hein. Donc l'OCDE calcule tous les ans, et pour chaque pays du monde, le NERU, le Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment, le taux de chômage minimum, pas maximum, minimum. Le taux de chômage minimum pour qu'il n'y ait pas d'inflation. Ce qui compte pour eux, c'est l'inflation, il ne faut pas qu'il n'y ait pas d'inflation. Et s'il faut le payer en chômage, il n'y a aucun problème, ils donnent un taux de chômage par pays. Au Japon, comme en Chine, ils sont très disciplinés et ils font jamais grève. Et donc, il n'y a pas besoin du fouet du chômage pour leur faire peur, pour qu'ils travaillent jusqu'à leur mort, ils n'ont pas de retraite. Ils sont obéissants, ils travaillent, il n'y a pas besoin. Donc le NERU au Japon, c'est 1%. Taux de chômage minimum. En France, on est des emmerdeurs, on fait la grève sans arrêt, on n'arrête pas de réclamer toujours des bons salaires, de meilleurs. Alors pour nous faire taire, pour nous rendre dociles, le NERU qui nous calcule, c'est 9%. Et le taux de chômage en France, il est de 9%. Il est toujours du NERU. C'est-à-dire que le NERU, c'est la consigne qu'on donne au gouvernement, mais c'est un taux de chômage minimum. Il faut comprendre que le chômage est une construction politique. C'est volontaire. Ils disent qu'ils se battent contre le chômage, ils mentent. Et d'ailleurs, l'élection met au pouvoir les meilleurs menteurs. Hein. Donc l'élection porte au pouvoir les pires. Toujours. Et nous défendons l'élection comme une vache sacrée, en disant on croit ce qu'on nous a dit à l'école. Et d'ailleurs, moi, je l'ai enseigné à mes enfants jusqu'à ce que je comprenne que je disais des bêtises. Nous avons appris, et on nous dit à l'école, et dans les livres, et dans les journaux, que l'élection, c'est la démocratie c'est l'élection, et que nos parents se sont battus pour élire. Non, on voulait voter. On ne voulait pas élire, on s'est fait désarmer contre le droit de vote, entre guillemets. Mais ce n'est pas le droit de vote, c'est le droit d'élire. Le droit d'élire, c'est la renonciation, justement, au vote. C'est pas pareil. Et que si nous, on était 2 millions, 3 millions à Paris, dans la rue, à Paris, un samedi, je peux t'assurer que le gouvernement y tomberait aussi. Donc ça, c'est le premier point. Je ne sais plus après, dans tout ce que tu as raconté, changer les choses, on peut. Et j'ai jamais dit... Parce que souvent, les gens, et c'est toujours marrant, parce qu'il y en a toujours un dans la salle, ce soir, c'est toi, qui entend autre chose que ce que j'ai dit. J'ai jamais dit, moi, que le bulletin blanc, aujourd'hui, est un bulletin exprimé. J'ai dit que je proposais une méthode pour que, quelque part, ça se voit et qu'il soit obligé d'en faire un exprimé. C'est pas du tout pareil. Parce qu'aujourd'hui, il y a déjà 90% d'abstention sur certaines élections. 90% d'abstention, est-ce que ça change le système? Non. Donc il y a 90% de gens qui ne vont pas voter, ça ne change pas le système, ça arrange les élus. Parce que c'est de plus en plus facile d'être élu avec de moins en moins de monde. Donc allons, moi c'est juste une proposition personnelle, allons dans les urnes, puisque le système hors urne n'a pas marché, allons dans les urnes et bourrons-les de bulletins blancs. Ce qui veut dire qu'on voudra, oui, de la démocratie, mais pas avec ces gens-là. Sûrement plus avec ces gens-là. Et le monsieur l'a très bien dit, parce que c'est une de mes formules. Moi, à un moment donné, entre la peste et le choléra, je ne veux pas choisir le moindre. Et aujourd'hui, on nous oblige depuis 10 ans, non pas à voter par conviction, mais à voter par défaut ou par élimination. Et ça, c'est plus tolérable. Parce que c'est pas ça, la démocratie. Donc, encore une fois, je n'ai pas dit que le bulletin blanc était un exprimé, j'ai dit que je proposais un moyen pour qu'il devienne un exprimé. Parce que nous sommes dans une société de plus en plus médiatique et ne change que ce qui se voit. Il ne change vite que ce qui se voit. J'ai des exemples, encore une fois, je suis désolé, je fais que dans le factuel, tu n'en veux pas. Mais j'ai plusieurs, et je l'ai mis dans plusieurs de mes bouquins, quand un chien bouffe la gueule d'un enfant, et je l'ai vécu, dans les 3 jours, il y a 25 textes de loi qui sont déposés à l'Assemblée nationale pour changer la loi par rapport aux chiens mordeurs. Alors que cette loi existe déjà. Donc si un jour on bourre, parce que j'ai pas d'autre système pour l'instant, on bourre les urnes de bulletins blancs et de bulletins nuls, ça se verra. Et si ça se voit, les médias en parleront. Et si les médias en parlent, les médias étrangers en parleront. Je dis pas que ça se fera, je dis au moins essayons. Je voulais signaler, pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire, un livre que je viens de recevoir qui est remarquable, qui s'appelle « Face à l'effondrement, si j'étais maire », pour l'interrogation. Comment les citoyens et les élus peuvent préparer la résilience, de Boisson et Holbeck, Alexandre Boisson et André-Jacques Holbeck.
Et ça a l'air vraiment remarquable. Il y a plein d'idées et d'expériences qui existent déjà, de communes qui se préparent à l'effondrement et qui se préparent et qui se repolitisent justement sur cet objectif de devenir autonome alimentaire, autonome en énergie, autonome en... c'est très intéressant, je vous le recommande. Je vais vous en dire beaucoup plus, parce que je le commence à peine, mais face à l'effondrement, si j'étais maire, c'est toute une longue série de recommandations, de trucs, de conseils, d'astuces et d'expériences vécues de reprise du pouvoir au niveau local. Étienne Fira. Les ateliers constituants et les assemblées constituantes, on peut les faire partout, dans les petites et dans les grandes. Mais on parlait des petites parce qu'il était question, à l'occasion des municipales de l'année prochaine, de gagner des élections. Or, pour gagner une élection, dans un grand corps social, il faut des médias. Il faut passer dans les médias. Si tu ne passes pas dans les médias, tu ne gagnes pas l'élection. Ceux qui ne sont pas montrés dans les médias ont 0 en résultat aux élections quand c'est à grande échelle. C'est pour ça qu'on défend l'idée des petites communes, parce que dans une petite commune, tu fais du porte-à-porte, une dizaine de personnes déterminées qui font du porte-à-porte, elles la fabriquent leur majorité, et elles gagnent, elles fabriquent la victoire électorale sans médias. Les médias ont été achetés par les plus riches du pays, tu sais que 9 personnes, c'est pas beaucoup 9 personnes, hein, c'est une petite poignée de rien du tout, ont acheté tous les journaux du pays, et la télé s'alimente avec l'information des journaux. Donc via la télé qui leur sert, bon, plus personne lit ces journaux, donc ils ont un très petit lectorat, mais c'est pas exactement personne, il y a quand même des gens qui lisent les journaux, ce sont les journalistes entre guillemets de la télé. Et donc par la télé, les journaux sont encore très influents, et ils appartiennent à 9 personnes, et ces gens-là ne veulent pas que les citoyens reprennent le pouvoir, donc on ne gagnera pas les élections à grande échelle, je crois, à cause de ça, à cause du fait qu'on a laissé acheter les médias par les plus riches. D'où l'intérêt, pour gagner dans le système par l'élection, comme le suggérait Philippe, c'est de s'en prendre aux petites communes parce qu'elles sont gagnables sans médias. Par contre, ça n'empêche pas de faire des ateliers constituants partout dans le pays, hein, parce que en fait, les ateliers constituants, c'est une gymnastique intellectuelle qui ressemble beaucoup à l'acte d'apprentissage de l'écriture quand on est enfant. Quand on est enfant, on apprend à écrire, et ce ne sont pas les textes qu'on écrit qui sont importants. Les lignes de A, les lignes de B, les mots que tu répètes pour les écrire de mieux en mieux, les phrases que tu t'entraînes à écrire, tu ne vas pas les garder, tu vas les jeter en fait. Tu vas peut-être en garder quelques-unes par nostalgie, mais c'est pas le résultat de ce que tu écris qui compte, c'est ton aptitude à réfléchir et à écrire. Et les ateliers constituants, c'est ça, ça sert à développer notre réflexion politique, non pas sur les lois qu'il nous faut, mais sur la façon d'écrire les lois et la façon de contrôler les élus, etc. Il y a plein d'endroits où il y a des gens qui sont en train d'essayer de monter des listes. Mais Étienne a raison, si tu n'as pas les médias et si tu n'as pas d'argent, parce que plus c'est une grosse commune, plus ça coûte du pognon, ne serait-ce que les bulletins, etc. Par contre, stratégiquement, si on est là pour parler stratégie, rien n'empêche de s'infiltrer dans des listes sur les grandes villes. Parce qu'il faut que vous sachiez qu'en France, une fois qu'on est élu, on ne peut pas te faire démissionner. Tu me suis? Donc s'il y a 2-3 personnes, gilets jaunes ou de gens constituants, qui ne peuvent pas monter une liste sur une grande ville, ils peuvent très bien s'infiltrer sur une liste existante. Une fois qu'ils sont élus, ils foutent le bordel dans le conseil. C'est aussi intéressant, c'est aussi une stratégie à moyen terme. Mais n'oubliez pas que l'éveil des gens, entre guillemets, n'a que 10 mois. On ne peut pas demander aux gens de tout changer, de tout cadrer, d'être stratégique partout en 10 mois. Eux, ça fait 40 ans qu'ils ont le pouvoir. La reprise du pouvoir, ça passera par un certain temps. L'élection municipale, c'est dans 6 mois. Sur une grande ville, c'est très très juste de monter une liste en 6 mois. Sur des petites villes ou avec des entités déjà constituées, c'est déjà beaucoup plus facile. Donc n'essayons pas forcément de gagner partout. Essayons de gagner dans certains endroits. Moi, je sillonne toute la France tous les jours, enfin toutes les semaines. Je peux vous assurer qu'il y a plein d'endroits où les gens en ont tellement marre. Mais sachez quand même qu'il va y avoir du Canada Direct.
Sachez quand même qu'il y a plein de listes qui vont s'habiller de jaune. Il y a plein de listes qui vont mettre le RIP, le RIC, le RIP dans leur liste. Moi, je me suis allumé 2-3 maires, dont il y a pas longtemps, je crois que je ne sais plus quelle ville, dans le 92 ou je ne sais pas quoi, où le mec, il mettait le référendum en avant dans sa campagne électorale, uniquement pour pouvoir construire un centre commercial. Donc soyez vigilants. Il y en a plein qui vont essayer de vous tromper. Pardon. Ouais, il y a beaucoup de listes qui se disent participatives et finalement qui ne vont pas forcément mettre ce programme en place. Donc peu importe combien on est, tant qu'on respecte ce principe de pourcentage. Vous pouvez être 10 000, 15 000, 100 000, 1 million, on s'en fout. C'est 3% de gens qui se sentent concernés et qui veulent aller au contact des autres. Et d'ailleurs c'est marrant parce que ces 3%, c'est le seuil nécessaire à un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être 90% de personnes à être d'accord sur un changement pour que le changement ait lieu. Il va s'opérer à partir de 3%. C'est le principe de la transformation de la chrysalide en papillon. C'est pas la majorité des cellules qui vont décider de se transformer en papillon, c'est quelques cellules qui vont influer l'ensemble des autres cellules et créer la transformation. Je reste persuadé qu'on ne peut pas s'affranchir du contact direct. Je crois qu'aujourd'hui, le monde dans lequel on est un monde complètement factice, parce qu'on a des milliers d'amis sur Facebook, mais combien je côtoie tous les jours? J'ai des centaines d'informations qui m'arrivent, mais combien j'en digère? J'ai toutes les solutions possibles qui me sont exposées, mais combien je peux en mettre en application? Tout ça, c'est du romantisme. C'est très bien, c'est génial, mais c'est du romantisme. Comme disait Philippe, ça fait 10 mois qu'on est sur les ronds-points ou dans la rue. On ne voit pas forcément d'évolution de changement parce qu'on est très impatient à se dire « Putain, il faut que ça change maintenant ». Il a fallu quelques années avant que la Révolution française passe le cap, et en plus pour arriver à un empire. Donc au final, c'est pas terrible. Hein. Mais moi, je pense que si on se concentre juste sur l'idée de dire, voilà, j'ai 3% de citoyens actifs, concernés, éveillés, illuminés, enfin j'en sais rien, on les appelle comme on veut, et ces 3%-là vont faire ce travail d'aller rencontrer les gens. Je ne connais aucune liste électorale qui ne résiste à ça. Pas même un média. Vous pouvez avoir tous les médias mainstream qui viendront vous combattre. Si vous avez parlé face à face avec quelqu'un, il se souviendra de vous. Et si vous êtes sincère et honnête dans votre démarche, s'il sait que parce qu'il mettra votre bulletin dans l'urne, ce bulletin-là va lui permettre demain de prendre la parole et de prendre décision, honnêtement, je vous dis, je mets mes couilles sur le bio. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, elles vont partir. Parce que si on ne fait pas ça, si demain on ne reprend pas les municipalités, si demain on ne vire pas ce système électoral fumiste et malhonnête, nous allons tous perdre. Parce que nous ne serons pas la projection que l'oligarchie financière, politique ou intellectuelle, peu importe, va se faire de notre société. Elle n'en a que faire de nous. Donc effectivement, si nous ne prenons pas la mesure de l'engagement qui est le nôtre aujourd'hui et que nous ne reprenons pas en main nos territoires et par la suite éventuellement une gestion politique plus commune, nous allons de toute façon disparaître. Donc tentons cette chance, et peu importe que ce soit une ville d'1 million d'habitants ou de 100 000 ou 10 000, c'est une question de pourcentage. 3 personnes par semaine pendant 3 mois. Est-ce que ça vous semble incommensurable? Est-ce que ça vous semble si difficile que ça? Est-ce que vous avez l'impression que parce que 3 mois dans votre vie, vous aurez donné un peu de votre citoyenneté à vos collègues, c'est quelque chose qui va changer votre existence? Elle va peut-être la changer en bien, mais pas en mal. 3 personnes par semaine. Combien de personnes vous rencontrez toutes les semaines? Combien de gens inconnus vous allez croiser dans la rue? Bien plus que ça. C'est 3 mois de mandat. 3 mois pendant lesquels vous allez juste écouter les gens et leur dire, eh bien, si vous les autres ne veulent pas vous entendre, nous on fera en sorte de mettre une liste en place et cette liste-là respectera ce protocole. Je pense que ça va marcher. 4 mois, 5 mois qu'on s'est réunis avec plusieurs personnes différentes à chaque fois pour essayer de trouver un consensus. Donc il y a vraiment des gens variés qui ont, on va dire, donné leur avis, mais en même temps il était très simple, hein. On sait qu'une partie, on va rencontrer les gens. Comment ça a été perçu par les gens? Je vous dis à 100%, pour l'instant personne ne nous a dit que c'était pas bien. Beaucoup de gens nous ont dit que c'est une utopie, mais parce qu'ils ne savent pas que ça existe déjà ailleurs.
Mais aujourd'hui, personne, jusqu'au plus réfractaire, on va dire, sur le principe, n'a été en mesure de dénoncer le fait qu'on lui donne la parole et que cette parole sera effectivement entendue. Non, pas toutes, parce qu'il faudrait être dédoublé. Pour une commune comme Bayonne, par exemple, c'est 849 médiateurs conseillers. Une commune comme Guétari, c'est 21. Voilà, c'est beaucoup moins. Il y a 750 électeurs à Guétari, il y en a 29 300 à Bayonne. C'est une proportion. Il faut une proportion de gens pour rentrer en contact sans que ce soit une contrainte. C'est-à-dire que ça ne prenne pas tout mon temps. Parce que j'ai un travail, une famille, des vacances. Enfin, j'ai 10 000 choses à faire, autres que celle-ci à consacrer en permanence. Donc là, quand je prends, moi, individu qui fait partie de ces 3%, que je vais à la rencontre des gens, ben, ça me fait 3 personnes à visiter par semaine, 11 par mois, 33 sur 3 mois, et mon travail est fait. La question, par contre, c'est que je ne cherche pas l'approbation. Nous ne sommes pas là pour chercher l'approbation. Nous sommes là pour écouter les gens. La question, c'est que peu m'importe savoir ce que l'autre pense en face de moi, ou c'est mon intégrité de rapporter cette information et de la synthétiser avec tous les autres. Et là où finalement on se rend compte que c'est pas si difficile que ça, c'est comme je vous disais, il y a beaucoup plus d'accords que de désaccords. C'est-à-dire que 80% des informations échangées, elles le sont par tout le monde. Donc en fait, le travail qui reste à faire de dissociation, c'est sur les 20% d'informations restantes. Largement à mettre en place le reste de la stratégie. Pour l'instant, comme je te dis, Julie, on n'a eu aucune personne qui soit venue nous dire ce n'est pas la bonne solution. Mais combien de personnes? Mais toutes celles qu'on a rencontrées, je ne sais pas, je n'ai pas le tenir. Moi, je crois à cette capacité de résilience dont finalement Alexandre Boisson parle. Je le suis moins sur son côté catastrophique parce que je pense qu'on projette aussi nos réalités, mais il y a une urgence à ce que chacun soit entendu et s'entendre finalement qu'on est d'accord sur plein de choses. Il y a plein de paramètres sur lesquels on est d'accord. Il faut juste qu'on les matérialise. Mais même si c'était le fait de décider, il y a quelque chose que j'ai appris qui m'a beaucoup choqué au début, et puis en fait c'est assez astucieux. Il y a des tas de villes au Moyen-Âge, au nord de l'Italie, qui se faisaient diriger par des étrangers. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'arrivaient pas, ils se disputaient tellement à l'intérieur, que quand c'était un qui prenait la majorité, il prenait les décisions dans son sens, il écrasait la minorité. Et quand le pouvoir changeait, ben, c'était vengeance, et à nouveau la majorité écrasait la minorité. Et finalement, ils s'en sortaient en déléguant le pouvoir à des gens qui étaient même pas des communes limitrophes, mais des étrangers, c'est la podestat. Et en fait, c'est incroyable. Moi c'était très surprenant de voir que des humains, avec la mentalité qu'on a aujourd'hui, où les étrangers n'ont aucun pouvoir et on s'en méfie comme de la peste, mais les humains, il y a longtemps, on trouvait que c'était plutôt plus malin de donner le pouvoir à quelqu'un à l'extérieur parce que il est payé pour ça, pour réfléchir au bien commun. Mais au bien commun en n'étant pas jugé parti, tu vois, en n'étant pas soit d'un bord, soit de l'autre, et avec une interdiction absolue de parler aux gens. Il pouvait les écouter, il écoutait tout le monde, mais il ne pouvait pas aller prendre un repas ou dormir chez l'un ou chez l'autre. Il fallait qu'il retourne dans sa commune le soir pour aller dormir ailleurs. Donc on faisait bien attention à ce qu'il reste très étranger pour prendre des bonnes décisions. Je veux juste te glisser ça dans l'idée qu'on n'est pas légitime à opiner dans la commune d'à côté. Ça se discute, ça. Et quand il s'est rendu compte qu'à force d'amener des mecs dans les colonies, et qui étaient des types en plus super baraques, qu'il y avait beau avoir un contremaître pour 50 esclaves, si le contremaître, les esclaves décidaient de se rebeller contre le contremaître, il allait peut-être tuer 4, 5, 10 personnes, puis après il allait mourir. Et ils allaient très vite mettre en place une rébellion. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit une lettre à tous les exploitants d'esclaves. Il leur a dit, la seule chose que vous avez à faire, c'est différencier les gens les uns des autres. Différenciez-les. Pas un seul esclave au monde ne s'est libéré sans la main de celui qui l'oppressait, sauf Haïti et Toussaint Lafortune. Tous les esclaves ont été libérés par les esclavagistes. Moi, je me fiche
de savoir ce que tu penses, ou de ce que je pense. C'est pas ça qui est important, c'est que ça puisse être entendu. Ça puisse être entendu et être apporté, et que je vois quel est le consensus que je vais pouvoir mettre en place pour que ma commune, et ensuite peut-être mon département, et ensuite peut-être ma nation, et ensuite peut-être le nouveau monde libre, soit libre d'être géré par les gens qui le constituent, et pas par des gens qui savent. Mais de toute façon, ce qu'on a écrit pour l'instant, c'est pas du tout une proposition à voter oui non, c'est un exemple qui montre que c'est possible, c'est un exemple pédagogique pour montrer à quoi ça peut ressembler, une constitution qui est écrite par les citoyens. Et c'est juste pour donner des idées, pour donner du courage, mais c'est une bonne idée d'y intégrer les... Et je pense que ce que veut dire Florian ne pensait pas à l'idée du Conseil citoyen, il pensait à la visite au porte-à-porte des Gilets jaunes qui essayent de sensibiliser les non-Gilets jaunes à les rejoindre pour devenir Gilets jaunes et constituants. Et c'est vrai que c'est une bonne idée. Arrêtez et amendez. Hein? Arrêtez et amendez. On dit rejoindre dans la lutte. Oui. C'est une bonne idée de prendre le RIC, c'est une bonne idée pour que les gens t'écoutent, parce qu'ils sont d'accord. Et c'est vrai que c'est une bonne idée de parler aussi d'environnement. À mon avis, toutes les catastrophes environnementales que nous subissons pour l'instant sans pouvoir rien faire sont complètement liées à notre façon débile de désigner nos acteurs politiques et de les contrôler. C'est parce que nous n'avons pas de constitution politique, c'est parce que nous n'avons pas de vraie constitution, c'est parce que nous sommes impuissants politiquement à cause de cette fichue anti-constitution, que nous ne pouvons rien faire, que les multinationales ont toutes les manettes, toutes les décisions pour pouvoir imposer leurs lois. Ça s'appelle le capitalisme. Mais c'est parce que nous n'avons pas de vraie constitution que nous subissons le capitalisme et qui va détruire la planète. Donc pour moi, j'allais dire les troubles, mais les désastres écologiques sont une des épouvantables conséquences de ce que j'essaye de changer. Donc c'est complètement lié, mais si vous voulez, l'aspect écologique qu'il y aura dans la Constitution, moi c'est quand même un détail. J'entends l'idée pour que les gens acceptent d'y réfléchir, ouvrent la porte et veuillent bien en parler parce que c'est ça qui les mobilise pour l'instant. Et donc c'est ça notre problème, c'est qu'on a du mal à mobiliser les gens. Donc c'est vrai que c'est du marketing, c'est pas de la manipulation, parce que, enfin manipulation, ça sous-entend que c'est un mensonge, c'est que c'est malhonnête et qu'on essaie de... Là, on cherche simplement quelque chose qui va bouger les gens, et c'est pas malhonnête, en comprenant que ce à quoi ils donnent de l'importance, c'est l'écologie. C'est pas malhonnête de prendre la conversation sous cet angle-là pour qu'ils acceptent de t'écouter, et en faisant le lien entre la Constitution et l'écologie. Hein, c'est pas malhonnête. C'était un joke. Voilà, ouais. Je le dis partout, la première des choses, et c'est le plus important, le nombre, c'est nous, c'est pas eux. Donc ceux qui doivent compter, c'est nous, parce que nous sommes le nombre. 2, ces gens-là, c'est nos employés. C'est pas l'inverse. Et troisièmement, c'est important, la plupart des choses qu'ils font, c'est avec notre argent. Donc 1, je suis le nombre. 2, tu es mon employé. 3, tu fais ce que je te dis avec mon pognon. Déjà, mettons-nous ça dans la tête et faisons que le respect de la parole change de camp. Aujourd'hui, ces gens ne respectent pas leurs paroles, ne respectent pas leurs promesses, ne respectent pas ce qu'ils nous disent, et nous, on laisse faire. Obligeons-les à respecter ce que l'ensemble du nombre veut. Et en plus, quand on regarde, malgré la désinformation, c'est jamais des changements excessifs qu'on veut. Moi, quand je circule dans toute la France, les gens, ils veulent juste un peu plus de justice sociale, fiscale. Ils ne demandent pas la peine de mort, ils ne demandent pas qu'on pende les riches, non. Non. Ils veulent juste pouvoir vivre et non avoir un monde comme on nous prépare, où il y a le nombre qui ne pourra que survivre. Et ça, c'est inadmissible.
Notre impuissance politique, j'ai dit ça doit être comme un couloir d'entrée à chaque fois, hein, peut-être. Les impuissances, les injustices sociales, à mon avis, durent si longtemps parce que nous sommes impuissants à les régler. Nous n'avons pas la puissance politique qui permettrait de résister aux injustices. On croit qu'on se bagarre alors qu'on a les mains ficelées dans le dos, on est dans une cellule de prison, la porte est fermée, et on se dispute entre nous, entre prisonniers, pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire si on était en dehors de la prison, sans se préoccuper de sortir de la prison. Il me semble que c'est simplement prioritaire de sortir de la prison avant de décider si on va aller à gauche, à droite, au centre, avant de savoir ce qu'on va faire. Et on devrait s'unir pour sortir de la prison politique et ensuite se désunir sujet par sujet, loi par loi, parce que bien sûr on ne sera pas d'accord sur les lois. Mais d'abord s'unir pour sortir de la prison nationale et internationale qu'est l'Union européenne. D'abord s'unir pour sortir de la prison. C'est compliqué puisque vraiment ils ont pris tous les pouvoirs progressivement depuis 200 ans. Les marchands, les grands marchands, les plus riches, ont pris le contrôle de toutes les forces publiques et privées. Et tout ce qui est rapport de force me paraît perdu d'avance à cause de ça. Ils ont pris progressivement toutes les forces et nous n'en avons plus aucune sinon notre nombre. C'est vrai qu'on est le nombre, mais on est extraordinairement désunis, on se dispute pour un rien, quoi. On a une vulnérabilité au bobard qui est incroyable, et on a une propension, une faculté à se disputer pour des couillonnades. C'est désespérant, parce que tant qu'on sera désunis, on va perdre, on ne peut gagner que si on est unis. Il me semble qu'avec l'écriture de la Constitution, c'est-à-dire l'écriture des règles, on n'a jamais fait ça depuis 200 ans. On s'est laissé imposer le gouvernement représentatif, écrit par les représentants. On pourrait imaginer un gouvernement représentatif que nous écririons, nous les représenter, ça changerait tout, et ça, il me semble que c'est une bonne cause commune, et quels que soient nos bords législatifs, quoi, quelles que soient nos options ensuite pour savoir qu'est-ce qu'on va faire de ce pouvoir. C'est une bonne cause commune d'apprendre à instituer nous-mêmes et d'apprendre à nos enfants, parce qu'on ne le verra peut-être pas de notre vivant, d'apprendre à nos enfants à instituer nous-mêmes la puissance qui nous manque. Voilà, c'est trop long, hein, mais il me semble que c'est... Enfin, il ne faut pas perdre ça de vue, parce que on a tendance à le perdre de vue. C'est-à-dire que la télé nous pousse à parler de choses sans importance. Alors que ça, c'est vraiment important. Bon, en tout cas, merci d'être là si tard. Et j'espère que la prochaine fois, vous aurez fait plein d'ateliers constituants. Alors, justement, et je suis content de revoir les gens de la dernière fois.